Voilà, je vais essayer donc de résumer une question qui, logiquement, aurait dû être présentée en début de séance, mais ça n'était pas possible pour mon agenda, qui est donc de savoir quelle est la géographie de l'islam, puisque quand on parle d'un sujet, il est quand même bon de connaître réellement sa réalité géographique, même si dans le temps imparti, je parlerai de l'islam en général et je n'aurai pas le temps d'opérer les distinctions réelles entre sunnites, chiites, ismaéliens, etc. Donc cette question, elle est tout à fait fondamentale, et pour comprendre la géographie de l'islam aujourd'hui, il faut à la fois comprendre comment elle s'inscrit dans des héritages historiques, et également analyser les phénomènes en variant les échelles, puisque c'est le principe de base de la géographie, d'analyser les problèmes à différentes échelles. Je vous proposerai d'abord donc d'examiner cette géographie au regard de la géographie historique que nous enseigne-t-elle en la matière, avant de résumer la répartition dans les 6 grandes régions du monde, la répartition par État, et de terminer par ce que j'appellerais peut-être de façon prétentieuse 2 analyses fondamentales de compréhension des conséquences de cette réalité géographique. D'abord, qu'est-ce que nous enseigne la géographie historique? Eh bien, elle nous enseigne, pour simplifier, qu'il y a eu 3 périodes géographiques dans l'islam. Une première période qui est celle des premiers siècles de l'islam, qui, grosso modo, s'arrête au IXe siècle. Une deuxième période, 13e, 15e siècle, et une troisième période qui est celle que nous connaissons pratiquement depuis le début, depuis la moitié du XXe siècle. Si je prends donc la première période, donc celle des 7e au 9e siècle, eh bien, nous voyons une géographie qui progresse par cercles qui s'additionnent les uns aux autres. Sachant que, bien entendu, le premier cercle de l'islam, c'est celui de la péninsule arabique qui rejoint donc la religion musulmane pratiquement en 632, c'est fait pour l'ensemble de ces territoires. Le deuxième cercle, c'est celui qui va se déployer après la mort de Mahomet, et il va concerner essentiellement le Proche-Orient, dans la mesure où l'Empire byzantin, d'ailleurs, est affaibli et n'y résiste guère. C'est au cours de ce deuxième cercle que nous allons avoir à la fois la Palestine, Jérusalem, la Syrie ou l'Égypte, qui vont à leur tour entrer dans la géographie de l'islam. Le troisième cercle, à la fin du 7e siècle, c'est celui qui concerne davantage l'Afrique du Nord. Nous avons des renseignements très précis sur cette période, grâce au grand livre d'Ibn Khaldoun sur l'histoire des Berbères, qui montre très bien comment ce troisième cercle se développe au fur et à mesure des conflits entre les Arabes et les Berbères dans cette région du Maghreb. Le cercle suivant va se trouver dans une région orientale, puisqu'il va se déployer jusqu'aux marches occidentales de ce qu'est aujourd'hui l'Inde, et va être suivi donc au milieu du 8e siècle par le dernier siècle de cette période, avec une expansion de la religion musulmane vers la Chine. Je passe sur les raisons explicatives de ces différents éléments dans le temps qui m'est imparti. Je dis simplement que, grosso modo, au IXe siècle, nous avons une géographie de l'islam qui reste stable pendant, en gros, 3 siècles, donc jusqu'au XIIIe siècle. C'est à partir du XIIIe siècle que cette géographie va connaître une deuxième phase. Cette deuxième phase a une origine différente, parce que le premier cercle est quand même lié essentiellement à des peuplades arabes qui étendent la religion dans différentes directions. Alors que, en ce qui concerne le deuxième cercle, nous avons des peuples qui ne sont pas forcément arabes, mais qui sont islamisés,
et qui ont le souci donc d'étendre la géographie de l'islam, ce qui va se faire un peu plus dans l'Inde, sans parvenir à y pénétrer totalement, et ce qui va entraîner en revanche une plus forte progression en Asie du Sud-Est, je pense notamment bien sûr en Indonésie. Côté européen, l'évolution va être davantage liée à l'expansion de la religion musulmane, d'abord en Anatolie, puis ensuite dans l'ensemble de ce qui est aujourd'hui la Turquie, puis dans les Balkans, jusqu'à ce que les conflits avec l'Europe entraînent la fin de cette expansion. Si nous nous situons donc grosso modo au XVIe siècle, et du XVIe siècle au XXe siècle, nous sommes dans une situation qui est relativement stabilisée, donc avec une géographie qui n'évolue pas de façon fondamentale. Et la nouvelle expansion va se produire, en gros, à partir du milieu du XXe siècle, c'est celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle se fait dans un contexte fondamentalement différent, puisqu'en fait, elle est liée aux migrations internationales, c'est-à-dire que c'est une expansion de la religion musulmane liée au fait que des habitants de pays à majorité musulmane quittent ces pays pour aller habiter dans d'autres régions du monde qui, dans les siècles précédents, n'avaient pratiquement pas connu l'islam. Alors cette migration, qui a les causes générales liées au phénomène migratoire, s'explique soit par des phénomènes d'attractivité, c'est-à-dire des pays qui souhaitent effectivement attirer de la population active parce qu'elles en ont besoin pour leur économie. Je pense bien entendu à la France des années 1920 ou des années 1950. Je pense à l'Allemagne qui ouvre ses portes aux Turcs en 1961, tout simplement parce qu'elle n'a plus la possibilité de voir arriver des Allemands de l'Est pour satisfaire les besoins de son économie, et des phénomènes aussi d'attraction, même s'ils sont d'importance mineure, mais qui symbolisent bien ce que je vais préciser toujours en conclusion, le fait que même au Japon aujourd'hui, vous avez une communauté musulmane qui n'est pas négligeable, autour de 300 000 à 350 000 personnes. Mais ces facteurs d'attraction sont liés aussi à des facteurs de repoussement, c'est-à-dire au fait que soit nous avons dans certains pays des insatisfactions des habitants par rapport aux gouvernances qui ne conduisent pas assez au développement des pays, ce qui pousse par exemple des Maghrébins à partir pour la France, pour l'Italie, pour l'Espagne, pour le Canada par exemple, ou bien des conflits, guerre civile du Liban, changement, révolution aussi, pensez bien sûr à la révolution iranienne, et donc à chaque fois nous avons le mariage de causes politiques, de causes économiques et de causes démographiques aussi, parce que nous sommes dans cette période depuis donc le milieu du XXe siècle où la croissance démographique liée à la transition démographique dans les pays concernés est particulièrement élevée. Donc le résultat de ces trois périodes que je viens d'évoquer nous conduit à préciser dans un deuxième point la géographie de l'islam selon les grandes régions du monde, que je ne ferai là aussi que résumer. Donc je vous propose de distinguer 5 grandes régions, donc Asie-Pacifique, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Amérique du Nord, Amérique latine et Europe. Or, ce qu'il faut constater, c'est que la géographie de l'islam dans ces 5 régions est fondamentalement différente, ceci étant le résultat de l'histoire que j'ai rappelée tout à l'heure. En effet, alors que nous avons une région comme la région Moyen-Orient-Afrique du Nord, que j'appellerais presque uniconfessionnelle musulmane, quand je dis presque, je veux dire que nous avons dans cette région des pourcentages de musulmans dans la population qui sont extrêmement élevés. En revanche, nous avons des situations différentes dans les autres continents. Bon, l'Afrique, pour simplifier, là aussi, est un continent biconfessionnel, avec à peu près le même ordre de grandeur de musulmans et de chrétiens, sachant que, bien entendu, on ne travaille que sur des ordres de grandeur. Ce n'est que le résultat d'enquêtes
qui permettent d'estimer la géographie de la religion. Bon, il y a encore quelques pays où, à l'occasion des recensements, on déclare sa religion, mais c'est loin d'être le cas, heureusement d'ailleurs, dans tous les pays du monde. Nous avons une présence qui est encore relativement marginale en Amérique latine, et par contre une présence qui commence à devenir significative en Amérique du Nord, liée au phénomène de répulsion, d'attraction que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, il y a une catégorie pour laquelle je vous propose un néologisme, qui est celui de la situation demi-confessionnelle, c'est-à-dire le fait que sur un territoire donné, nous ayons une région qui est dominante sans être dans une proportion qui empêche l'existence de minorités significatives dans d'autres religions. Et dans une certaine mesure, ce que l'on constate ces dernières années, c'est effectivement le fait qu'en ce qui concerne l'Europe, on est dans un héritage de domination confessionnelle qui se trouve contesté par les phénomènes migratoires que je viens d'évoquer. Si maintenant j'examine à l'échelle nationale, je pourrais de la même façon proposer une typologie entre, je dirais, les pays uniconfessionnels, quand plus de 96% de la population est musulmane, et il faut rappeler que c'est la Turquie qui, en fait, se place au niveau le plus élevé de l'ensemble des pays les plus peuplés. D'autres pays où nous avons effectivement une situation demi-confessionnelle au bénéfice de l'islam, mais où nous avons quand même des minorités significatives. Je pense à la Malaisie, je pense à l'Indonésie, je pense à l'Égypte, voire au Bangladesh, même si beaucoup d'hindouistes ont quitté le Bangladesh ces dernières années. Et puis nous avons des pays où on a une biconfessionnalité inégale, c'est-à-dire où en fait l'islam est présent de façon significative tout en étant minoritaire. Je pense à l'Inde, je pense à la Russie par exemple, et d'autres pays plus biconfessionnels, c'est-à-dire où l'équilibre entre l'islam et l'autre religion dominante est plus significative. Je pense au Nigeria ou à l'Éthiopie. Et enfin, bien sûr, un certain nombre de pays européens comme l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, où la montée de l'islam fait qu'ils ont une géographie religieuse demi-confessionnelle qui se trouve contestée. Je passe sur les cas particuliers comme celui de la Chine, puisqu'il faut respecter le temps du président, et j'en arrive donc très rapidement à la question de la compréhension des évolutions que je viens de résumer. Il me semble qu'il y a essentiellement deux points à noter. Le premier point, c'est que nous avons une opposition totale entre des pays qui se caractérisent par un pourcentage croissant de la population appartenant à la religion musulmane et d'autres pays qui se caractérisent par une accentuation de la diversité religieuse qui concerne aussi l'islam, mais qui peut concerner aussi les sikhs, le bouddhisme, etc. En effet, d'une part, dans les pays à majorité musulmane, beaucoup d'événements qui se sont déroulés depuis donc un siècle sont des événements qui ont renforcé cette majorité dans la mesure où les événements géopolitiques qui se sont produits ont poussé à l'émigration les populations non musulmanes. Je résume par quelques éléments: la Turquie, génocide arménien, le phénomène, bien entendu, de 1956 en Égypte avec les décisions de Nasser de chasser une partie de la population, la façon dont s'est organisée l'indépendance de l'Algérie avec le départ des Européens, mais aussi des Juifs, dont certains étaient là d'ailleurs depuis 20 siècles, le phénomène de l'Azerbaïdjan avec donc les pogroms qui ont conduit au départ des Arméniens, les phénomènes du Maroc et de la Tunisie, même s'ils ont été moins violents que celui de l'Algérie, mais qui ont été un petit peu semblables, la guerre civile du Liban,
la question de la Palestine, où notamment, surtout depuis 1967, on est dans la même situation d'évoluer vers une homogénéité religieuse. J'ai oublié évidemment de vous rappeler le cas de l'Inde et du Pakistan de 1947. Et dans les pays du Moyen-Orient, pour terminer ce rapide panorama, il faudrait citer le cas de l'Irak, où l'émigration non musulmane s'est considérablement accentuée depuis 2003. Et nous avions un pays où la répartition religieuse était relativement stable, c'est-à-dire la Syrie, et où à niveau, depuis 2011, les choses ont éclaté. Donc vous voyez que nous avons des pays où on a un renforcement de l'homogénéité religieuse. Alors ça ne veut pas dire l'homogénéité totale, puisque vous venez de rappeler, cher Président, les différences à l'intérieur de l'islam. De l'homogénéité au regard du critère islam, et d'autres pays, au contraire, qui, compte tenu de ces phénomènes migratoires, se trouvent de plus en plus diversifiés d'un point de vue religieux. Et donc là, cette double évolution contraire de phénomènes d'homogénéisation et de phénomènes de diversité religieuse entraîne effectivement une segmentation de l'espace planétaire dont les conséquences géopolitiques sont forcément extrêmement importantes. Alors, permettez-moi de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Je vais simplement citer, cher Président, pour conclure, une phrase que j'ai écrite il y a 11 ans. Demeure une réalité démographique incontestable, davantage sans doute que d'autres religions, en raison de sa croissance démographique et de sa mondialisation géographique, l'islam, sur ses différentes formes, sera au cœur des équilibres géopolitiques du monde du XXIe siècle. Voilà, merci.